D'abord le codex dont on a parlé tout à l'heure. Et très amusant, en fait, c'est que j'ai retrouvé un texte, des épigrammes de Martial qui date du 1er siècle de notre ère et qui fait la promotion du codex de la façon suivante. Toi qui désires avoir partout avec toi les petits livres et souhaites leur compagnie pour un long voyage, achète ceci que le parchemin enserre en de petits feuillets. Réserve ta bibliothèque aux gros livres, moi je peux tenir dans une seule main. Pour que tu n'ignores pas où je suis à vendre et que tu n'erres pas au hasard partout la ville, tu trouveras en moi un guide sûr. Demande l'affranchi du docteur Lucius Secundus derrière le parvis du temple de la paix et le forum de Pallas. Alors, ce qui est très amusant, c'est que cette promotion un peu du codex à l'époque, c'est quelque chose de totalement anecdotique. Il faut savoir que, en fait, même s'il est très pratique le codex, au IIe siècle de notre ère, c'est-à-dire bien avant, en fait, quelques décennies avant les textes de Martial, il représente que 2% de la production, en fait, au niveau des supports du livre. Et il remplacera le volumen que 3 siècles après, donc où il représentera 80% en fait de ce qui est produit, plus de 80%. Notamment par l'affirmation d'une nouvelle foi, les chrétiens notamment, qui vont trouver pour leur nouvelle foi un nouveau support qui n'est pas empli, chargé symboliquement d'un certain nombre de valeurs. Et donc, en tout cas, les chercheurs pensent ceci aujourd'hui, c'est que en fait, ça a servi de catalyseur ou de catalyseur ou de vecteur en fait de l'affirmation du codex, ça va être notamment par le biais de la religion. Autre temps, autre mœurs, 19e siècle, le journal qui va être une sorte de livre au quotidien. Le terme de journal, d'ailleurs, c'est assez étonnant, désigne en fait dans Journalis le travail que représente dans un champ une journée de labeur. Le fait de faire son travail dans le champ, dans une journée, c'est ce qu'on appelle un journal. Il va représenter en fait pour un certain nombre de nouveaux lecteurs au XIXe siècle, qui ont une éducation minimale mais suffisante pour pouvoir lire, une sorte de vecteur dans lequel trouver justement à la fois les préoccupations du quotidien, des choses nouvelles à découvrir, un peu les échos du monde qui est en train de se développer autour d'eux. Et donc dans ce journal qui a les formes que vous connaissez encore aujourd'hui, il y a un aspect en particulier qui va être exploité par la littérature. C'est ce qu'on appelait le rez-de-chaussée autrefois et qu'on connaît aussi sous le nom de feuilleton. Donc c'est au départ un espace qui est réservé à l'accueil de l'activité scientifique et théâtrale. Il va devenir le lieu de la création littéraire. Et notamment le roman feuilleton, dont les séries télévisées qu'on appelle aussi feuilleton aujourd'hui ne sont qu'un avatar au final, donne sa forme d'écriture et va permettre le développement de nouveaux types de littérature. Le roman feuilleton notamment, en effet, mais également toute une série de systèmes de livraison comme ça, de manière récurrente, qui créent une fidélité et donc qui va fractionner l'entité livre que représentait le roman traditionnel en entités virtuelles qui vont être rassemblées par la suite. Et d'ailleurs, de gros malins, au XIXe siècle, dans le domaine de l'édition, jouant sur cette virtualité du romanesque, vont développer quelque chose d'assez étonnant, notamment en Belgique. Ici. Dans les années 1810, les éditeurs belges pouvaient en tout cas hacker ou pirater, si vous voulez, de façon légale, des textes publiés en France et les diffuser. C'est ce qu'on appelait la contrefaçon. Et notamment dans les années 1830, les éditeurs belges vont tripler leur exportation vers la France, mais aussi vers la Hollande, les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, vers toute l'Europe et vers le Canada, enfin vers l'Amérique. Et vont contribuer de manière colossale aussi à faire connaître la production française littéraire, parce que leur production était de très bonne qualité et beaucoup moins chère que la production française. Et donc, en ce qui concerne le roman feuilleton en particulier, donc des petits malins jouant sur ce vide juridique entre la France et la Belgique concernant le droit d'auteur, vont s'amuser, dès qu'un roman feuilleton à succès est terminé, à le publier très rapidement, avant la version originale voulue par l'auteur en France, par exemple. Et donc, on a des originaux avant les originaux qu'on a appelés des préfaçons. Et donc, ça a été une histoire dans l'histoire en fait, de la production qui est
à certains égards très proche de ce qu'on voit aujourd'hui avec la sortie au cinéma, la sortie en streaming, etc. Le travail des subbers aussi en ligne qui traduisent que ce soit les séries ou les films. Quelque chose, plein d'analogies, plein d'échos assez intéressants à mon sens. Alors, ce qui a comme autre impact, c'est qu'au fond, aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne me sentais pas en autorité pour parler du numérique, c'est qu'on vit une période, depuis on va dire 25-30 ans, assez incroyable au niveau du rapport à l'œuvre et à son auteur. Jusqu'alors, on peut dire que la production, les objets, la légitimation, les circuits de légitimation, que ce soit académie, prix, etc., la sociabilité qui commence dans les salons et qui se finit à la télévision chez Pivot, par exemple, n'a pas évolué énormément depuis le XVIIIe siècle. C'est un peu les mêmes systèmes qui se posent, etc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on vit un changement de paradigme fondamental aujourd'hui et qui me semble tout à fait passionnant à vivre par le biais de ce que vous proposez en tant qu'artiste, en tant qu'artiste spectateur, artiste performeur, etc., dans l'horizon nouveau qui s'ouvre à nous, c'est que tout est à repenser. Il nous faut tout repenser. Tout, à la fois notre travail en tant que chercheur, mais aussi votre travail en tant que créateur. Écriture, poésie, œuvre, performance, temporalité, objet. Tout a changé. Alors, au niveau des écritures, les processus collaboratifs, le fait que les écritures ne sont pas terminées dans le temps, le fait qu'il y a des collaborations humain-machine, intelligence artificielle, algorithmes, les bots, etc. Les interactions, les itérations, les créations hypermédiatiques qui mêlent à la fois son, image mobile, image immobile, texte, des œuvres ouvertes qui ne se finissent pas, qui ne s'inscrivent pas dans un temps déterminé et qui sont susceptibles de se transformer au fur et à mesure. On en avait des exemples auparavant, mais ils n'étaient pas figés dans le marbre, mais en tout cas cristallisés dans le papier. Des contenus transmédiatiques qui souffrent plusieurs supports, qui s'expriment à la fois sur les réseaux sociaux, sur des sites d'annonces en ligne, sur des pages Facebook, sur des comptes Twitter, etc., qui vont ouvrir l'œuvre, qui vont donner notre nature. Qu'est-ce que l'œuvre? Le rapport à la performance, bien évidemment, le corps, l'enregistrement, les rapports texte-image, le live, l'obsolescence programmée sur laquelle repose toute cette économie digitale, la finitude, la stabilité de tout ça. Tout ça nécessite qu'on les repense aussi à nouveau frais. C'est-à-dire que les outils avec lesquels j'ai été formé sont aujourd'hui un petit peu inopérants pour un certain nombre de productions. Et je me rends compte aussi, pour un certain nombre de choses, que toutes ces questions-là, ce sont aussi les questions que se posent les historiens. Par exemple, les historiens du net, je lisais un petit article dans Uzbek Erika qui a expliqué que justement, toute la difficulté aujourd'hui pour faire une histoire du net, sachant qu'il y a certaines choses qui ont disparu. Et donc, tout ça est à penser avec de nouveaux moyens, en ne réfutant pas ceux qui nous a précédés, mais en essayant de les penser dans la logique à la fois, mais aussi avec la rupture qu'ils ont provoquée.